Je m'appelle Chloé et j'ai 27 ans. 3 jours avant mon anniversaire, j'ai reçu une vidéo anonyme qui a fait voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Les images révélaient leur plan secret pour me tendre un piège lors de ma propre fête. Sans hésiter, j'ai annulé la soirée, fait un sac et disparu sans dire à personne où j'allais. La trahison était plus douloureuse que n'importe quel coup de couteau, car elle venait des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti trahi par vos proches. La vie à Paris avait été généreuse avec moi. Je travaillais comme graphiste pour une agence de marketing progressiste dans le centre, créant des campagnes pour tout, des petits cafés branchés aux grandes startups de la tech. Mon appartement était petit, mais idéalement situé dans le 11e arrondissement. Un quartier vivant avec des immeubles anciens, pleins de charme et des cafés atypiques à chaque coin de rue. Plus important encore, ma meilleure amie Juliette vivait à seulement 10 minutes en métro. Nous nous étions rencontrés à la fac et étions inséparables depuis. Juliette était la personne que j'appelais pour tout, des conseils de mode aux crises de larmes. Elle en savait plus sur moi que quiconque au monde. Ma famille, en revanche, vivait en banlieue ouest, à Versailles, là où j'avais grandi. En apparence, nous étions ce que la plupart des gens appelleraient une famille française traditionnelle et respectable. Mais sous cette image soigneusement cultivée se cachaient des dynamiques complexes qui avaient façonné ma vie d'une manière que je commençais à peine à comprendre. Ma mère, Béatrice, était la matriarche incontestée de notre famille. Tout tournait autour de ses opinions, de ses emplois du temps et de sa vision de la façon dont les choses devaient être. Elle gérait notre famille comme un PDG, avec des plans détaillés pour chaque occasion et des attentes précises pour chaque membre de la famille. Rien ne se passait jamais sans son approbation, et tout écart par rapport à ses plans était accueilli par des commentaires passifs, agressifs ou des critiques directes. Elle avait le don de faire connaître sa désapprobation par un simple haussement de sourcils ou un subtil changement de ton. Mon père, Philippe, existait principalement dans son ombre. Analyste financier, ayant passé la majeure partie de sa vie à éviter les conflits, il trouvait plus facile de se plier aux volontés de Béatrice que d'affirmer ses propres opinions. Je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je l'avais vu lui tenir tête. Et même ces rares occasions se terminaient par sa capitulation pour maintenir la paix des ménages. Il nous aimait à sa manière silencieuse. Mais cet amour ne s'est jamais traduit par une protection contre la nature contrôlante de ma mère. Clémence, ma sœur aînée de 3 ans, était l'enfant prodige. Elle avait suivi le plan de vie de notre mère à la lettre. Devenir une avocate d'affaires prospère, épouser un homme convenable, issu d'une bonne famille, et donner naissance à 2 petits-enfants parfaits, exactement dans les temps. Elle et ma mère partageaient un lien spécial, échangeant fréquemment des regards complices lorsqu'elle pensait que je faisais de mauvais choix de vie. Clémence avait toujours été en compétition avec moi, mais de manière subtile, ce qui me faisait passer pour une paranoïaque si je le faisais remarquer. Chloé a toujours été la plus sensible, disait-elle avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait leurs yeux. Mon frère cadet, Thomas, semblait différent au début. De 2 ans, mon cadet, il avait toujours été le boute-en-train de la famille, désamorçant les situations tendues avec un humour bien placé et semblant apprécier sincèrement ma compagnie. Nous partagions un amour pour les groupes indés obscurs et les films d'auteur. Pourtant, il y avait toujours eu quelque chose d'un peu étrange dans notre relation que je n'arrivais jamais vraiment à cerner. Il disparaissait pour des conversations privées avec ma mère et en ressortait en me regardant différemment. J'avais mis cela sur le compte des dynamiques familiales normales. Mais avec le recul, j'aurais dû être plus attentive. La seule personne qui semblait vraiment me voir était mon oncle Théo, le frère aîné de mon père, le mouton noir de la famille, qui ne s'était jamais marié et parcourait le monde en tant que photographe. Théo était perçu avec un mélange de fascination et de désapprobation par le reste de la famille. Chaque fois qu'il nous rendait visite, il apportait des cadeaux étranges et des histoires encore plus étranges, prenant toujours le temps de me parler de mon art et de mes aspirations. Ma mère le tolérait parce qu'il était de la famille, mais elle faisait clairement comprendre qu'elle le considérait comme une mauvaise influence. Tout le monde ne devrait pas suivre l'exemple de Théo, disait-elle d'un ton pointu après son départ. Certaines personnes doivent grandir et prendre leurs responsabilités.
Mes souvenirs d'enfance étaient remplis de schémas subtils de critiques déguisés en inquiétude. Lorsque j'ai remporté la 2e place à un concours d'art à 12 ans, ma mère a dit « Eh bien, au moins, tu as participé ». Clémence remportait toujours les premiers prix d'excellence. Lorsque j'ai été acceptée aux Beaux-Arts avec une bourse partielle, la réponse a été « C'est bien, mais c'est dommage que tu n'aies pas intégré Sciences Po comme ta sœur ». De petits commentaires, des comparaisons constantes, me laissant toujours un sentiment d'inadéquation. Les anniversaires dans notre famille étaient des événements élaborés, planifiés à la minute près par ma mère. Mes anniversaires, en particulier, semblaient devenir des occasions pour des discussions d'amélioration. Pour mes 16 ans, ma mère m'a offert un abonnement à un magazine de fitness avec un discours inquiet sur ma santé. Pour mes 21 ans, ma famille a organisé ce qu'ils ont appelé une intervention de style, remplaçant toute ma garde-robe par des vêtements que ma mère jugeait plus appropriés. Chaque célébration venait avec des conditions, mais je m'étais convaincue que c'était normal, que c'était ça, l'amour. Pour mon 28e anniversaire à venir, j'avais enfin convaincu ma mère de me laisser organiser la fête dans mon appartement. Il avait fallu des mois de négociations, elle soulevant des inquiétudes sur tout, du stationnement à l'espace limité pour recevoir, mais elle avait fini par céder. Je voyais cela comme une petite victoire dans l'établissement de mon indépendance, une chance d'accueillir ma famille dans mon monde selon mes conditions. Pour une fois, j'avais passé des semaines à planifier le menu parfait, à décorer mon appartement et même à créer des invitations personnalisées avec mes propres illustrations. La liste des invités comprenait ma famille proche, quelques cousins, l'oncle Théo, s'il pouvait revenir de son dernier voyage en Islande, et une poignée d'amis proches, dont Juliette. 3 semaines avant la fête, j'ai reçu une promotion importante au travail. Mes créations pour la campagne d'une grande entreprise technologique avaient été sélectionnées par rapport à celles de designers beaucoup plus expérimentés, et ma patronne m'avait appelée dans son bureau pour me féliciter personnellement pour mon approche innovante. J'étais aux anges et j'ai immédiatement appelé ma famille pour partager la nouvelle. « C'est bien, ma chérie », avait dit ma mère d'un ton distrait. En parlant de travail, Clémence vient de gagner un gros procès qui a été mentionné dans une revue juridique. « Cool, Serette », avait répondu Thomas. « Et je dois filer ? Maman est sur l'autre ligne. » Mon père avait été légèrement plus enthousiaste, mais avait rapidement changé de sujet pour demander si je comptais toujours faire son gâteau au chocolat préféré pour la fête. Seule Juliette avait fêté ça dignement avec moi, débarquant chez moi avec du champagne et restant tard à m'écouter parler de mes idées pour de futurs projets. Le contraste entre sa réaction et celle de ma famille m'avait piqué au vif, mais je l'avais balayé comme je le faisais toujours. Avec le recul, j'aurais dû remarquer la distance grandissante entre ma famille et moi au cours de l'année écoulée. Les appels téléphoniques étaient devenus plus courts et plus distraits. Les dîners de famille comportaient plus de questions sur ma vie personnelle avec des suggestions subtiles d'amélioration. Ma mère avait commencé à faire plus de commentaires sur le moment où je me rangerais comme ma sœur et trouverais une carrière avec plus de stabilité. Il y avait eu des conversations téléphoniques secrètes qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, des changements soudains de plans sans explication et d'étranges échanges de regards qui me donnaient l'impression de manquer quelque chose d'important. Mais j'avais passé une vie à ignorer les signes avant-coureurs, me convainquant que les familles sont compliquées et que la mienne n'était pas différente. J'avais développé un talent pour trouver des excuses à leur comportement, pour me blâmer quand les choses semblaient aller de travers. C'était plus facile que d'admettre la vérité, que peut-être les personnes qui étaient censées m'aimer le plus n'aimaient pas vraiment la personne que j'étais devenue. Toutes ces pensées étaient loin de mon esprit alors que je finalisais les préparatifs de ma fête d'anniversaire. Je me concentrais sur la création de l'événement parfait, celui qui ferait enfin voir à ma famille l'adulte capable et accompli que j'étais devenue. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient des plans très différents pour ma journée spéciale, des plans qui allaient tout changer. 3 jours avant mon anniversaire, je travaillais tard sur un projet lorsque mon email personnel a émis un son, signalant un nouveau message. L'objet a immédiatement attiré mon attention. Ce qu'ils ne veulent pas que tu saches. L'expéditeur était une adresse email anonyme, juste une suite de chiffres et de lettres aléatoires sur un domaine générique. Mon premier réflexe a été de le supprimer comme spam, mais quelque chose m'a fait hésiter. Il y avait une pièce jointe intitulée « Regarde avant ton anniversaire », MP4, et un bref message. « Tu mérites de savoir la vérité avant samedi. Je suis désolée. » Pas de signature,
Pas d'explication, juste ces mots inquiétants suspendus dans ma boîte de réception. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs minutes, le curseur planant au-dessus du bouton supprimer. C'était probablement juste une arnaque, ai-je raisonné. Ou peut-être une mauvaise blague de quelqu'un qui se croyait drôle. Mais la mention spécifique de mon anniversaire m'a fait froid dans le dos. C'était ciblé, personnel. Contre mon meilleur jugement, j'ai téléchargé le fichier et l'ai scanné pour les virus avant de l'ouvrir. La vidéo a commencé à jouer et en quelques secondes, tout mon corps s'est glacé. Les images montraient le salon de mes parents à Versailles, clairement enregistré récemment, vu le nouveau canapé qu'ils avaient acheté le mois dernier. Assis autour de la table basse se trouvaient ma mère, mon père, ma sœur Clémence et mon frère Thomas. Ils semblaient être au milieu de ce que ma mère appelait toujours une réunion de famille, quelque chose qu'elle organisait chaque fois que des décisions importantes devaient être prises ou que quelqu'un n'avait pas répondu à ses attentes. Nous sommes tous d'accord alors, disait ma mère, sa voix nette et autoritaire alors qu'elle regardait autour de la pièce. La fête d'anniversaire sera l'occasion parfaite pour notre intervention. Chloé file un mauvais coton depuis trop longtemps et il est temps que nous abordions le problème directement. Intervention? Filer un mauvais coton? Je me suis penchée plus près de mon écran, incapable de traiter ce que j'entendais. Ces choix de vie deviennent embarrassants, a ajouté Clémence en lissant ses cheveux parfaitement coiffés. Cet appartement dans ce quartier, ce job créatif sans avenir, ces gens qu'elle fréquente. Elle a presque 30 ans et n'a rien de concret à montrer. Je vous ai dit ce que j'ai trouvé quand j'étais chez elle le mois dernier, a dit Thomas, se penchant en avant avec avidité. Des bouteilles de vin vides dans le tri sélectif, des boîtes de plats à emporter partout, et son armoire à pharmacie était pleine d'antidépresseurs et de médicaments contre l'anxiété. Ma main a volé à ma bouche. Thomas était passé à l'improviste quand j'étais au travail, et je lui avais dit de m'attendre là-bas. Il avait fouillé dans mes affaires, leur faisant un rapport. Les médicaments avaient été prescrits par mon médecin pour aider à gérer le stress du travail. Les bouteilles de vin provenaient d'un dîner que j'avais organisé le week-end précédent. Les plats à emporter étaient là, parce que j'avais travaillé tard sur le projet même qui m'avait valu ma promotion. Sa façon de s'habiller ne l'arrange pas non plus, a continué ma mère. Ses vêtements artistiques, trop larges, cachonnent complètement sa silhouette. Pas étonnant qu'elle ne trouve pas de partenaire convenable à ce propos, a interjecté Clémence. Mon collègue Guillaume est toujours célibataire et a une carrière stable. Je lui ai montré la photo de Chloé de Noël, celle où elle a fait un effort, et il a dit qu'il serait prêt à la rencontrer. Excellent, a hoché ma mère d'un air approbateur. Nous nous assurerons qu'ils soient assis ensemble à la fête. Il peut venir comme ton accompagnateur. Ainsi, Chloé ne se doutera de rien. Mon père est resté silencieux pendant tout ce temps, hochant occasionnellement la tête, mais n'offrant aucune objection. Sa passivité, si familière, ressemblait à une trahison en soi. Puis, ma mère a continué, en sortant ce qui ressemblait à un carnet. J'ai préparé une liste de points de discussion pour chacun de nous. Philippe, tu te concentreras sur la stabilité financière et l'importance d'un plan d'épargne retraite. Clémence, tu gères l'avancement de carrière et l'image professionnelle. Thomas, puisque tu es le plus proche d'elle, tu aborderas sa vie sociale et ses habitudes inquiétantes que tu as remarquées. Je m'occuperai de la direction générale de sa vie et de l'importance des valeurs familiales. Et pour les cadeaux, a demandé Thomas, on fait toujours les cadeaux ou est-ce que ça va saper l'intervention? Ma mère a réfléchi à cela. Nous ferons toujours les cadeaux, mais ils doivent renforcer notre message. J'ai acheté une consultation complète de relooking professionnel. Clémence, tu as mentionné un abonnement à la salle de sport, le forfait premium avec des séances de coaching personnel. Ma sœur a confirmé avec un sourire satisfait. Ils sont spécialisés dans les transformations complètes. Parfait. Philippe? Mon père s'est raclé la gorge. J'ai organisé un rendez-vous avec mon conseiller en gestion de patrimoine. Il est prêt à prendre Chloé comme cliente et à l'aider à réorganiser ses finances. Et je lui ai pris cette série de livres de développement personnel dont on a parlé, a ajouté Thomas. Celui sur comment trouver son vrai potentiel et arrêter l'autosabotage. Ils ont continué à discuter des détails de mon intervention pendant plusieurs minutes, planifiant comment ils allaient me coincer dans mon propre appartement, utilisant mon anniversaire comme une occasion pour me dire tout ce qui n'allait pas chez moi et comment ils prévoyaient de me réparer. Ils parlaient de moi comme si j'étais un problème à résoudre, une déception qui nécessitait une correction. Puis, la caméra a bougé légèrement, et la voix de l'oncle Théo est venue de derrière l'objectif. « Est-ce que vous vous entendez parler ?» Ce n'est pas une intervention, c'est un guet-apens.
Chloé est une personne talentueuse et gentille qui construit une vie qui la rend heureuse. Ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que vous choisiriez que c'est mal. Personne ne t'a demandé ton avis, Théo, a répondu ma mère froidement. C'est précisément pour cela que nous ne t'avons pas invité à cette réunion. Tu as toujours encouragé ces tendances irréalistes. Par tendance irréaliste, tu veux dire sa créativité et son indépendance? A rétorqué Théo. Les qualités mêmes qui viennent de lui valoir une promotion importante qu'aucun de vous n'a pris la peine de saluer. Une promotion dans une start-up de marketing branchée n'est guère une sécurité d'emploi, a raillé Clémence. Et comment sais-tu pour sa promotion? Ma mère a demandé à Théo avec suspicion. Parce que j'écoute vraiment quand elle m'appelle, a répondu Théo. Quelque chose que le reste d'entre vous devrait essayer un jour. La vidéo s'est terminée brusquement là, me laissant fixer un écran noir, mon reflet montrant un visage déformé par le choc et la douleur. Je l'ai repassé encore, et encore, et encore. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails douloureux. J'avais manqué le mépris désinvolte de mes réussites, l'invasion de ma vie privée, le manque total de respect pour mes choix, la façon dont il parlait de moi, comme si j'étais une enfant incapable de gérer sa propre vie. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine fermer la vidéo. Mon estomac s'est soulevé et j'ai à peine atteint la salle de bain avant d'être violemment malade. Appuyé contre le mur de carrelage frais par la suite, j'ai essayé de donner un sens à ce dont je venais d'être témoin. Avais-je mal compris? Est-ce que je réagissais de manière excessive? Peut-être que cela partait d'une bonne intention, aussi mal avisée soit-elle. Peut-être que toutes les familles faisaient ce genre de choses à huis clos. Mais peu importe comment j'essayais de le rationaliser, la vérité était indéniable. La famille, que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire, complotait dans mon dos, discutant de moi comme d'un problème, nécessitant une réparation plutôt que comme une personne méritant le respect. J'ai passé la nuit à analyser des années d'interaction à travers ce nouveau prisme. Les compliments à double tranchant, les petites critiques, la surveillance et le jugement constant. Toutes les fois où je m'étais sentie subtilement diminuée, mais où je m'étais dit que j'étais trop sensible. Toutes les fois où je m'étais changée pour essayer de gagner leur approbation, seulement pour découvrir que la cible avait encore bougé. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Je confirme juste que nous arriverons tous à 15 heures samedi. Papa a hâte de manger ton gâteau au chocolat. As-tu besoin que j'apporte quelque chose? Peut-être les décorations? J'ai remarqué que tu n'as jamais tout à fait maîtrisé l'art de bien présenter une réception. Un texto si normal en apparence, serviable même. Mais maintenant, je pouvais voir la critique incrustée dans l'offre, la supposition que je ne pouvais pas gérer les choses par moi-même. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je suis restée allongée dans mon lit à regarder le plafond, les larmes coulant silencieusement sur mon visage, alors que je faisais le deuil de la famille que je pensais avoir et que j'affrontais la réalité de celle que j'avais vraiment. Au matin, je savais ce que je devais faire. Je me suis réveillée après une nuit de sommeil agitée, avec les yeux gonflés et une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. La voie à suivre semblait soudain évidente, bien que terrifiante. Je n'allais pas rester assise tranquillement et permettre à ma famille de me tendre un piège dans ma propre maison. Je n'allais pas me défendre contre leur jugement prédéterminé ni essayer une fois de plus de gagner leur approbation. Au lieu de cela, je ne serais tout simplement pas là. Mes mains étaient stables alors que j'appelais mon bureau. Valérie, ma patronne, a répondu à la deuxième sonnerie. « Chloé, tout va bien, tu n'appelles jamais aussitôt. J'ai besoin de prendre un congé personnel d'urgence, ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine. » Il y a eu une pause sur la ligne. C'est à propos de ton excellent travail sur la campagne Fulton. Parce que si tu t'inquiètes de gérer les responsabilités accrues après ta promotion, je veux que tu saches que j'ai une totale confiance en tes capacités. Ce simple vote de confiance de ma patronne a failli briser mon calme. Voici quelqu'un qui voyait réellement ma valeur, qui reconnaissait mes contributions sans y attacher de conditions ou de critiques. Ce n'est pas ça, je gère. C'est une situation familiale que je dois régler. Tout le monde va bien, tu vas bien. L'inquiétude sincère dans sa voix m'a fait réaliser à quel point j'étais habituée à ce que les gens remettent en question mon jugement plutôt que mon bien-être. Pas vraiment, mais ça ira. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Prends ce qu'il te faut, a dit Valérie sans hésitation. Tes projets sont en avance de toute façon. Tiens-moi au courant et dis-moi s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider. Merci, ai-je chuchoté, mettant fin à l'appel avant de m'effondrer complètement.
Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. J'avais besoin d'un endroit où aller. Un endroit où ma famille ne penserait pas à me chercher. Bordeaux m'est venu à l'esprit immédiatement. La sœur de Juliette, Manon, vivait là-bas dans une maison avec une chambre d'amis. Je l'avais rencontrée plusieurs fois lorsqu'elle visitait Paris et nous nous étions toujours bien entendus. Les doigts tremblants, j'ai appelé Juliette. « Et la reine de la fête ?» a-t-elle répondu joyeusement, pensant que j'appelais pour lui donner des instructions de dernière minute. « Juju, ai-je dit, la voix brisée, j'ai besoin de ton aide. » Il devait y avoir quelque chose dans mon ton, car sa réponse a été immédiate et sérieuse. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé ?» La digue a rompu et je lui ai tout raconté sur la vidéo, ce que ma famille avait prévu, comment il parlait de moi. Alors que les mots sortaient, je faisais les 100 pas dans mon petit appartement, me sentant piégée par l'espace même que j'avais amoureusement décoré pour une célébration qui n'aurait jamais lieu. C'est de la manipulation, c'est toxique. Juliette se mettait rarement en colère, mais je pouvais entendre la fureur monter dans sa voix. « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que font les familles aimantes. » « Je crois que je commence juste à comprendre ça, ai-je admis. De quoi as-tu besoin ? Quoi que ce soit, je suis là. Peux-tu appeler Manon ? Demande-lui si je peux rester chez elle quelques jours. J'ai juste besoin de ne pas être ici quand ils débarqueront tous. Considère que c'est fait. Manon dira absolument oui. Elle t'adore. Quoi d'autre ? Aide-moi à rester forte. Je continue de penser que je réagis peut-être de manière excessive. Peut-être que je devrais juste leur parler. Chloé, m'a interrompu Juliette fermement. Tu ne réagis pas de manière excessive. Ce qu'il prévoyait était cruel et contrôlant. Tu mérites mieux que d'être prise en embuscade et critiquée le jour de ton anniversaire. Pendant que Juliette appelait sa sœur, j'ai trouvé un vol pour Bordeaux à un prix raisonnable partant d'Orly cet après-midi-là. Mes mains ont plané au-dessus du clavier un instant avant de cliquer sur « Acheter ». C'était réel. Je fuyais ma propre fête d'anniversaire. Alors que je remplissais une valise avec l'essentiel, mon téléphone continuait de s'allumer avec des messages de ma mère concernant les détails de la fête et des questions qui nécessitaient des réponses immédiates dans son esprit. Chacun faisait monter mon anxiété d'un cran. Et s'ils réalisaient que je partais? Et s'ils arrivaient en avance pour aider et me prenaient sur le fait? Finalement, j'ai envoyé un bref texto sur le groupe familial. « Je ne me sens pas bien. Il faudra peut-être reporter la fête. Je vous tiens au courant. » La réponse a été immédiate. Ma mère a appelé 2 fois de suite, puis a envoyé un message. « Quel genre de pas bien ? Nous planifions cela depuis des mois. Tout le monde a pris ses dispositions. Peut-être qu'un peu de médicaments et de repos aujourd'hui te feront te sentir mieux demain. Aucune inquiétude pour ma santé, juste de l'inquiétude pour ses plans. » C'était tellement évident maintenant. Mon téléphone a sonné à nouveau et j'ai laissé aller sur la messagerie. Puis encore et encore. Je l'ai mis en silencieux et j'ai continué à faire mes bagages. En rassemblant mes affaires, je me suis retrouvée à faire une crise d'angoisse totale. Ma poitrine s'est serrée, ma respiration est devenue superficielle et des taches sombres dansaient dans ma vision. Je me suis assise au bord de mon lit, la tête entre les genoux, essayant de me souvenir des techniques d'ancrage que mon thérapeute m'avait apprises il y a des années. 5 choses que je pouvais voir. Ma valise bleue. La photo encadrée de Juliette et moi à la remise des diplômes. La petite fissure au plafond. La pile de décoration d'anniversaire sur ma commode. Le soleil entrant par la fenêtre. 4 choses que je pouvais toucher. Mes draps en coton doux. La surface lisse de mon téléphone. La fermeture éclair de ma valise. Mes propres cheveux tombant autour de mon visage. 3 choses que je pouvais entendre. La circulation dehors. Le bourdonnement de mon frigo. Ma propre respiration saccadée qui se calmait lentement. 2 choses que je pouvais sentir. Le sachet de lavande dans mon tiroir. Le café que j'avais fait mais pas bu. Une chose que je pouvais goûter. Les restes salés des larmes sur mes lèvres. Alors que ma respiration se normalisait, je me suis retrouvée à fixer mon étagère où un vieux journal était coincé entre des livres d'art. Je l'ai sorti, feuilletant des pages d'il y a 3 ans. C'était là, la documentation d'une autre intervention familiale lorsque j'avais décidé de quitter un emploi stable dans une agence de pub pour rejoindre la start-up où je travaillais maintenant. Des pages de sentiments blessés et de doutes de soi suivis de ma décision finale de prendre le poste quand même. Cela avait été le bon choix, l'une des rares fois où j'avais privilégié mon propre jugement sur celui de ma famille, et cela avait mené à mon succès actuel.
Ce journal était la preuve que je subissais leur manipulation depuis des années, que ce n'était pas un incident isolé, mais un schéma. Je l'ai glissé dans mon sac avec mon passeport et d'autres documents importants. Mon téléphone a vibré avec un texto de Juliette. Manon dit « Viens immédiatement. Elle est ravie de t'héberger aussi longtemps que tu en as besoin. Elle viendra te chercher à l'aéroport. Donne-moi juste les détails de ton vol. » J'ai répondu avec mes infos de vol, puis j'ai commandé un Uber pour l'aéroport. En attendant, j'ai rédigé et effacé plusieurs explications plus longues pour ma famille. Rien ne semblait juste. Comment pourrais-je expliquer par SMS la complexité de ce que je ressentais, les années de ressentiment accumulés et de blessures qui s'étaient cristallisées en ce moment de décision? Au final, je n'ai rien envoyé de plus. Laissez-les se poser des questions. Laissez-les s'inquiéter. Pour une fois, je n'allais pas gérer leurs émotions ni arrondir les angles. Le Uber est arrivé et j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon appartement avant de fermer la porte. Les décorations d'anniversaire que j'avais si soigneusement sélectionnées ressemblaient maintenant à des accessoires pour une pièce de théâtre que je n'étais plus disposée à jouer. Les ingrédients du gâteau posés sur le comptoir resteraient inutilisés. La nouvelle tenue que j'avais achetée spécifiquement pour impressionner ma famille pendait dans le placard, l'étiquette encore attachée. Alors que la voiture s'éloignait de mon immeuble, j'ai ressenti un étrange mélange de terreur et de libération. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, de la réaction de ma famille ou des conséquences à long terme de mes actions. Mais pour la première fois de ma vie, je me choisissais moi-même plutôt que leur approbation. Et malgré la douleur et l'incertitude, cela ressemblait au premier vrai cadeau que je m'étais fait depuis des années. L'aéroport était un tourbillon d'activités qui correspondait à mon chaos intérieur. Les fils de sécurité, les annonces résonnant dans le terminal, les voyageurs se précipitant dans toutes les directions avec des expressions déterminées. J'ai traversé tout cela dans un état second, mon corps en pilote automatique, tandis que mon esprit passait en revue les scénarios de ce qui pourrait arriver dans les prochaines 24 heures. Alors que je m'installais à ma place côté hublot dans l'avion, la dame âgée à côté de moi m'a lancé un regard inquiet. « L'avion n'est pas non plus mon fort, ma chère », a-t-elle dit gentiment, interprétant mal ma détresse. Mais statistiquement, c'est le moyen le plus sûr de voyager. J'ai tenté un sourire. Ce n'est pas l'avion qui m'inquiète. Quelque chose dans mon expression a dû inviter à la confidence, car elle a tapoté doucement ma main. Problème de famille. La simple question d'une inconnue a failli me défaire. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler sans m'effondrer complètement. « Je m'appelle Marguerite », a-t-elle dit. « J'ai vécu 78 ans. Élevé 4 enfants et survécu à 2 maris. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas vu en matière de drame familial. »« Comment savez-vous quand vous faites le bon choix ?» ai-je demandé, la question m'échappant avant que je puisse l'arrêter. « Quand il s'agit de la famille, je veux dire. » Marguerite a réfléchi à cela. Le bon choix est rarement le plus facile. Mais d'après mon expérience, si vous choisissez votre propre paix et votre dignité, vous êtes probablement sur la bonne voie. Elle a étudié mon visage un instant. Certaines personnes confondent l'amour avec le contrôle. Le véritable amour vous laisse la place d'être vous-même. Ces simples mots d'une inconnue validaient ce que je ressentais, mais ne pouvaient pas articuler. Pendant le reste du vol, Marguerite a partagé des histoires sur sa propre famille, les bons côtés, les mauvais et les compliqués. Elle ne m'a jamais pressée pour des détails sur ma situation, mais sa douce sagesse m'a apporté un réconfort inattendu. Lorsque nous avons atterri à Bordeaux, je l'ai remerciée sincèrement. « Quoi que vous fuyiez ou vers quoi que vous couriez, » a-t-elle dit alors que nous nous séparions, « souvenez-vous que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Manon m'attendait à la porte des arrivées, son sourire chaleureux étant une vue bienvenue dans la mer de visages inconnus. Contrairement à la petite carrure et aux tenues soigneusement coordonnées de Juliette, Manon était grande, avec des cheveux bouclés sauvages, et habillée de couches confortables qui suggéraient la praticité plutôt que la mode. Elle m'a enveloppée dans une étreinte sans hésitation. « Bienvenue à Bordeaux, l'artiste de l'évasion d'anniversaire », a-t-elle dit en prenant mon sac. Juliette m'a mise au courant. Ma maison est ton sanctuaire aussi longtemps que tu en as besoin. La maison de Manon était une charmante échoppe bordelaise dans un quartier calme, rempli de maisons similaires et de verdure abondante. La chambre d'amis était petite, mais confortable, avec une fenêtre donnant sur un jardin, regorgeant de fleurs de début d'été. Alors que je posais mon sac, la réalité de ce que j'avais fait m'a finalement frappée.
J'avais fui ma maison, j'avais fui ma famille. Je me cachais dans une autre ville. Des regrets ? A demandé Manon, appuyée contre le cadre de la porte. Toute une vie de regrets, ai-je admis. Mais aussi un étrange sentiment de soulagement. C'est ton intuition qui te dit que tu as pris la bonne décision, a-t-elle dit. Écoute-la. Maintenant, as-tu faim ? J'ai fait une soupe de légumes et du pain au levain, et il y a du vin, si tu veux. Cette première nuit, loin, a été remplie d'émotions contradictoires. Soulagement d'avoir échappé à l'embuscade que ma famille avait prévue. Culpabilité d'avoir disparu sans une explication appropriée. Colère face à leur trahison. Peur de la confrontation qui allait inévitablement arriver. Manon m'a donné de l'espace pour traiter ses sentiments, me tenant compagnie sans me pousser à la conversation, offrant de la nourriture et de la distraction quand les émotions devenaient trop accablantes. Alors que j'étais allongée dans le lit inconnu cette nuit-là, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver 17 appels manqués et 32 messages de divers membres de la famille. Je les ai fait défiler, sans ouvrir les aperçus, les en-têtes m'en disant assez. « Chloé, appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas un comportement acceptable. » Serette, sérieusement, maman panique. Appelle quelqu'un. « Ma chérie, nous sommes inquiets. S'il te plaît, réponds. » J'ai éteint mon téléphone et essayé de dormir, mais le repos me fuyait. Que se passerait-il demain quand ils débarqueraient tous dans mon appartement vide ? Seraient-ils inquiets, en colère ? Réaliseraient-ils enfin comment leur comportement m'avait affecté ? Le matin est arrivé avec le ciel gris de Bordeaux et une pluie douce tapant contre la fenêtre. J'ai rallumé mon téléphone pour trouver encore plus de messages, mais je ne pouvais toujours pas me résoudre à les lire. Au lieu de cela, j'ai rejoint Manon pour un café sous son porche couvert, regardant la pluie créer des motifs sur les feuilles du jardin. « Joyeux anniversaire » a-t-elle dit doucement, me tendant une tasse fumante. Probablement pas comment tu avais prévu de le passer. J'avais presque oublié qu'aujourd'hui c'était vraiment mon anniversaire. 28 ans et je me cachais de ma famille dans une autre ville. Définitivement pas dans le plan. Les plans sont surfaits, a haussé les épaules Manon. Certains des meilleurs jours de ma vie sont arrivés quand les plans sont tombés à l'eau. Au fil de la journée, mon téléphone est devenu de plus en plus actif avec des appels et des messages. Je les ai tous ignorés, passant la journée à aider Manon dans son jardin, puis à marcher dans son quartier sous la pluie légère, et enfin à m'asseoir dans un café local où personne ne me connaissait, ni n'attendait rien de moi. La liberté était à la fois exaltante et terrifiante. À 15h pile, l'heure à laquelle ma fête devait commencer, mon téléphone a explosé d'activité. Juliette m'a envoyé un texto séparément. « Ils sont tous à ton appartement. Clémence m'a appelé pour demander si je savais où tu étais. J'ai fait l'idiote. Ça va ?» J'imaginais la scène. Ma famille arrivant avec leurs paquets soigneusement emballés contenant leurs critiques déguisées en cadeaux, leurs discours répétés sur la façon dont je devais changer, leurs plans pour me refaire à leur image. J'imaginais leur confusion quand je n'ouvrirais pas la porte, leur irritation initiale se transformant en inquiétude, puis en colère en réalisant que je n'étais pas là. Le soir venu, les messages avaient pris un ton différent. Ma mère avait créé un groupe de discussion intitulé « Où est Chloé ?» Il comprenait ma famille proche, plus plusieurs cousins et amis. Béatrice, Chloé a disparu sans explication. Son appartement est vide. Elle ne répond pas aux appels ni aux textos. Si quelqu'un a eu de ses nouvelles ces dernières 24 heures, veuillez nous le faire savoir immédiatement. Philippe, princesse, nous sommes très inquiets. S'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es en sécurité. Clémence, je n'arrive pas à croire que tu ferais ça. As-tu une idée de tout le travail qui a été investi dans la planification d'aujourd'hui ? Maman est hors d'elle. Tout le monde a pris du temps sur son emploi du temps chargé pour être là pour toi. Thomas est resté notablement silencieux dans le chat de groupe, mais a envoyé un message privé. Serette, quoi qu'il se passe, fais juste savoir à quelqu'un que tu vas bien. Les gens sont vraiment inquiets. La culpabilité déclenchée par ces messages était presque suffisante pour me faire répondre immédiatement. Mais ensuite, j'ai reçu un texto séparé de l'oncle Théo. Je suppose d'après le tollé familial que tu as reçu la vidéo et fait un choix pour te protéger. Bravo. Prends le temps qu'il te faut. Je suis là quand tu es prête à parler. Mon souffle s'est coupé. L'oncle Théo avait envoyé la vidéo. Il avait voulu que je connaisse la vérité, que je voie ce qui se passait derrière des portes closes. Il m'avait donné la chance de faire un choix éclairé plutôt que de marcher aveuglément dans leur piège. J'ai appelé Juliette et je l'ai mise sur haut-parleur pour que Manon puisse se joindre à la conversation. « Ils perdent la tête », a rapporté Juliette. « Ta mère m'a appelé 3 fois. Elle a même suggéré d'appeler les hôpitaux. Théo m'a envoyé la vidéo, je leur ai dit.
C'était lui la source anonyme. C'est logique, a dit Juliette. Il a toujours semblé être le seul à te respecter vraiment en tant qu'adulte. Devrais-je l'appeler? Ai-je demandé. Si tu lui fais confiance, oui, a suggéré Manon. Ça pourrait aider d'avoir plus de contexte et d'avoir un allié au sein de la famille. L'appel avec Théo a été éclairant. Il a expliqué qu'il avait enregistré la réunion parce qu'il était de plus en plus préoccupé par la dynamique familiale et voulait des preuves de ce qui se passait. « Je les ai regardés te saper pendant des années, Chloé », a-t-il dit, la voix lourde d'émotion, toujours avec des sourires et en prétendant qu'ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Quand j'ai entendu parler de cette intervention d'anniversaire, quelque chose en moi a craqué. Tu méritais de savoir. Que dois-je faire maintenant? Lui ai-je demandé. Je ne peux pas me cacher pour toujours. Tu n'as pas à te cacher, mais tu n'as pas non plus à te soumettre à leur jugement, a-t-il répondu. Tu es une adulte, tu as le droit de fixer des limites sur la façon dont les gens te traitent, même la famille, surtout la famille. Après avoir parlé avec Théo, Juliette et Manon, j'ai décidé qu'il était temps pour une confrontation, mais à mes conditions. Je le ferai par appel vidéo où je pourrai contrôler l'interaction et y mettre fin si nécessaire, avec Juliette à mes côtés pour le soutien. J'ai passé le reste de la soirée à me préparer mentalement, à penser à ce que je voulais dire et comment je voulais le dire. Manon m'a aidé à installer un espace confortable pour l'appel dans son salon. Et Juliette m'a coachée sur la fixation de limites et le fait de ne pas me laisser entraîner dans leur tactique de manipulation. « Souviens-toi, a-t-elle dit, tu ne leur dois pas d'explication pour t'être protégée. Tu n'es pas celle qui a fait quelque chose de mal ici. » Alors que minuit approchait le jour de mon anniversaire, j'ai envoyé un simple texto sur le groupe familial. « Je suis en sécurité, j'appellerai demain à midi pour parler. » Puis j'ai éteint mon téléphone et essayé de dormir, sachant que demain apporterait une confrontation différente de tout ce que j'avais jamais affronté avec ma famille. Le matin de l'appel, je me suis réveillée tôt avec une boule d'angoisse au ventre. Manon a fait le petit déjeuner, mais je pouvais à peine manger. Juliette est arrivée à 11h100. Elle avait pris le premier train pour me rejoindre, me donnant une étreinte féroce avant de m'aider à préparer le salon pour l'appel vidéo. Nous avons positionné l'ordinateur portable de sorte que seul moi soit visible, avec Juliette assise juste hors du cadre, où elle pouvait offrir un soutien silencieux. À midi pile, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver des dizaines de nouveaux messages, exigeant des explications et exprimant tout, de l'inquiétude à l'indignation. Les ignorant tous, j'ai lancé l'appel vidéo vers le groupe familial. Ma mère a répondu immédiatement, son visage apparaissant à l'écran avec mon père à côté d'elle et Clémence planant en arrière-plan. Thomas a rejoint l'appel séparément depuis son appartement. « Chloé !» s'est exclamée ma mère, sa voix oscillant entre soulagement et colère. « Qu'est-ce que ça veut dire? Où es-tu? Nous nous sommes fait un sang d'encre. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant la présence rassurante de Juliette à côté de moi. « Je suis en sécurité. » C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur ma localisation pour le moment. Ce comportement est complètement inacceptable, a coupé Clémence. As-tu une idée de ce que tu nous as fait traverser? Maman a dû prendre un calmant hier soir à cause du stress. Pourquoi as-tu disparu comme ça? Mon père a demandé, sa voix plus douce, mais portant toujours un courant sous-jacent de reproches. Nous étions tous là, pour tes cadeaux d'anniversaire et tout? Oui, parlons de ces cadeaux, ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. La consultation de garde-robe, l'abonnement à la salle de sport, le rendez-vous avec le conseiller financier, les livres de développement personnel, tous soigneusement sélectionnés pour réparer ce que vous voyez comme n'allant pas chez moi. Un silence stupéfait est tombé sur l'appel. Ma mère a récupéré la première, son expression passant de la surprise à l'indignation défensive. « Comment pourrais-tu savoir pour ça? Tu nous espionnais? Est-ce que ça compte, comment je sais? » ai-je contré. Le fait est que je sais pour l'intervention que vous aviez prévue. Je sais comment vous parlez tous de moi quand je ne suis pas là. Je sais que ma fête d'anniversaire allait être un guet-apens conçu pour me faire sentir inadéquate et me faire pression pour changer selon vos spécifications. C'est une caractérisation complètement fausse, a insisté ma mère. Nous prévoyons d'avoir une conversation aimante sur des inquiétudes que nous avons parce que nous tenons à toi. Vous prévoyez de me coincer dans ma propre maison, de critiquer mon apparence, ma carrière, ma situation de vie et mes choix de vie, puis de me présenter des cadeaux conçus pour me changer en quelqu'un que vous trouvez plus acceptable, ai-je dit. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Tu es trop dramatique, comme d'habitude, a interjecté Clémence. C'est exactement le genre de réaction émotionnelle qui nous inquiète.
J'ai ressenti un éclair de colère face à son dédain. « Clémence, tu allais amener un homme à ma fête et essayer de nous caser ensemble sans que je le sache, ou que je donne mon consentement. Comment n'est-ce pas complètement inapproprié ?» Thomas, qui avait été inhabituellement calme, a finalement parlé. « Chloé, on essayait juste d'aider. On s'inquiète pour toi. » « M'aider avec quoi exactement ?» l'ai-je défié. Ma carrière réussie qui vient de me valoir une grosse promotion, mon appartement dans un quartier que j'adore, mes amis qui me soutiennent vraiment ? Ou prévoyez-vous de m'aider avec le problème d'alcool que vous avez inventé basé sur le tri sélectif d'un dîner et les problèmes de santé mentale que vous avez diagnostiqués en fouillant dans mes affaires privées ? Son visage a rougi de culpabilité. Maman m'a demandé de vérifier certaines choses quand j'étais chez toi. Je ne voulais pas envahir ta vie privée. Mais tu l'as fait, ai-je dit fermement. Vous l'avez tous fait. Vous m'avez surveillé, jugé et prévu d'intervenir dans ma vie comme si j'étais une enfant ou une droguée. Pas une adulte accomplie qui fait simplement des choix différents des vôtres. C'est ridicule, a déclaré ma mère. Nous sommes ta famille. Nous avons tes meilleurs intérêts à cœur. Tout ce que nous faisons est parce que nous t'aimons. Si vous m'aimiez, vous me respecteriez, ai-je contré. Vous célébreriez mes succès au lieu de les rejeter. Vous accepteriez mes choix, même s'ils sont différents des vôtres. Vous me verriez pour qui je suis, pas pour qui vous pensez que je devrais être. D'où sort tout ça ? Mon père a demandé, semblant sincèrement désorienté. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment ? Lui ai-je demandé directement. Quand est-ce la dernière fois que tu m'as défendu quand maman ou Clémence critiquaient mes choix ? Quand as-tu jamais reconnu que mon chemin pourrait être le bon pour moi, même s'il est différent de ce que tu choisirais ? Il n'avait pas de réponse, son regard fuyant la caméra. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner votre approbation. J'ai continué, l'émotion brisant enfin ma façade calme, me changeant, doutant de moi-même, me faisant plus petite pour éviter vos critiques. Et ce n'était jamais assez, je n'étais jamais assez. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Mais sa voix manquait de conviction. C'est vrai, ai-je insisté. Et j'ai fini d'essayer de répondre à des normes impossibles. J'ai fini d'accepter la critique déguisée en inquiétude. J'ai fini avec les comparaisons et le jugement et l'implication constante que qui je suis est d'une certaine manière déficient. Alors qu'est-ce que tu dis ? A exigé Clémence. Tu nous coupes les ponts juste parce qu'on a osé exprimer de l'inquiétude sur tes choix de vie ? Je dis que si vous voulez avoir une relation avec moi à l'avenir, les choses doivent changer. J'ai répondu, j'ai besoin de respect. J'ai besoin d'acceptation. J'ai besoin que vous me voyiez comme une adulte capable de prendre ses propres décisions, même si ce ne sont pas les décisions que vous prendriez. « C'est absurde, » a déclaré ma mère. « Tu fais une sorte de dépression. Quand tu te seras calmée et commenceras à penser rationnellement à nouveau, nous pourrons en discuter comme des adultes. » Son rejet de mes sentiments comme irrationnels était si familier, si prévisible, que ça m'a presque fait rire. C'était exactement la dynamique dans laquelle j'étais piégée depuis des années. Je pense plus clairement que jamais. Je lui ai dit, et je pose une limite, jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître que votre comportement a été contrôlant et blessant, et jusqu'à ce que vous puissiez vous engager à me traiter avec respect à l'avenir, j'ai besoin d'espace par rapport à cette relation. De l'espace ? Ma mère a répété avec incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que je ne serai pas en contact pendant un moment. J'ai besoin de temps pour traiter tout ce qui s'est passé et décider quel genre de relation je veux avec chacun de vous à l'avenir. « Tu ne peux pas être sérieuse, » a raillé Clémence. « Je suis tout à fait sérieuse, » l'ai-je assuré. Cet appel n'est pas une négociation. C'est moi qui vous informe d'une décision que j'ai déjà prise. La conversation a dégénéré à partir de là en schéma familier. Ma mère oscillait entre la colère et les tentatives de me faire culpabiliser. Clémence rejetait mes sentiments comme étant trop dramatiques. Mon père essayait inefficacement de servir de médiateur sans vraiment aborder les problèmes de fond. Thomas restait surtout silencieux, tentant parfois de se défendre, mais n'offrant aucune vraie solution. Après 20 minutes, j'en avais assez entendu. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous contacterai quand je serai prête à parler à nouveau. S'il vous plaît, respectez mon besoin d'espace. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Puis je me suis assise en silence un moment, absorbant ce qui venait de se passer. « Tu l'as fait », a dit Juliette doucement, serrant mon épaule. C'était incroyablement courageux. Je ne me sens pas courageuse, ai-je admis. Je me sens terrifiée et triste et en quelque sorte soulagée, tout en même temps.
Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des appels et des messages que j'ai ignorés. Au lieu de cela, j'ai appelé l'oncle Théo pour le mettre au courant de ce qui s'était passé. « Je suis fier de toi », a-t-il dit quand j'ai fini de raconter la conversation. Fixer des limites est difficile, surtout avec la famille, mais c'est nécessaire parfois. « Ai-je fait la bonne chose ?» lui ai-je demandé. « Les couper semblent si extrêmes. »« Tu ne les as pas coupés définitivement », a-t-il souligné. « Tu as demandé de l'espace pour traiter tes sentiments et pour une reconnaissance de la façon dont leur comportement t'a affecté. Ce sont des demandes raisonnables. Leur capacité à y répondre t'en dira long sur la possibilité d'avoir une relation saine avec eux à l'avenir. » Après l'appel, j'ai éteint mon téléphone complètement. J'avais besoin d'une pause du barrage constant de messages, essayant de me ramener dans des schémas familiers de culpabilité et d'obligation. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée avec Juliette et Manon, regardant des films et me permettant simplement d'exister sans jugement ni attente. C'était l'anniversaire le plus étrange que j'ai jamais eu, mais aussi le plus honnête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'étais défendue. J'avais nommé ce qui se passait et refusé de l'accepter plus longtemps. La route à suivre était incertaine, mais je savais avec une clarté absolue que je ne pourrais jamais revenir à la façon dont les choses étaient avant. La semaine suivant ma confrontation avec ma famille a ressemblé aux conséquences d'une catastrophe naturelle, chaotique, désorientante, mais avec des lueurs de possibilités au milieu de la destruction. J'ai maintenu mon blackout de communication, me donnant la permission de me concentrer uniquement sur le traitement de ce qui s'était passé et de déterminer mes prochaines étapes. Juliette est retournée à Paris, mais appelait quotidiennement pour prendre de mes nouvelles. Manon s'est avérée être une colocataire inopinément parfaite, me donnant de l'espace quand j'en avais besoin, mais me sortant aussi de mes pensées avec des invitations à aider dans son jardin ou à la rejoindre pour un café dans ses endroits préférés à Bordeaux. La guérison n'est pas linéaire, m'a-t-elle dit lors de mon 3e jour à Bordeaux, quand elle m'a trouvée en train de pleurer sur une photo de ma famille d'il y a des années. Certains jours, tu te sentiras forte et certaine, d'autres, tu remettras tout en question. Les deux sont valides. Lors de mon 4e jour à Bordeaux, Juliette m'a mise en contact avec son ancienne thérapeute, le docteur Morel, qui avait déménagé à Bordeaux l'année précédente. J'hésitais à voir quelqu'un de nouveau, mais j'ai accepté une consultation initiale. Le cabinet du docteur Morel était un espace ensoleillé avec des plantes dans chaque coin et des meubles confortables qui invitaient à la détente. Elle a écouté sans jugement alors que je racontais mon histoire familiale, la vidéo, ma fuite et la confrontation. « Ce que vous décrivez, a-t-elle dit doucement quand j'ai fini, ressemble à un schéma de manipulation émotionnelle qui a été normalisé dans votre dynamique familiale. Votre réaction, fixer des limites et vous retirer de la situation, n'était pas seulement raisonnable, c'était sain. Ça ne semble pas sain, ai-je admis. J'ai l'impression d'avoir fait exploser une bombe au milieu de ma vie. Parfois, une démolition contrôlée est nécessaire, avant de pouvoir reconstruire quelque chose de structurellement solide, a-t-elle répondu. Ce que vous vivez, la culpabilité, le doute, le deuil, ce sont des réponses normales lorsque nous commençons à démanteler des schémas relationnels malsains, surtout avec la famille. J'ai quitté cette première séance avec un mélange de validation et de nouvelles questions à considérer. Étais-je prête à maintenir ces limites si ma famille refusait de les respecter? À quoi ressemblerait une relation plus saine avec eux? Qu'est-ce que je voulais vraiment pour l'avenir? Pendant ce temps, des questions pratiques exigeaient mon attention. J'ai contacté Valérie au travail et expliqué que j'avais besoin de prolonger mon congé et peut-être de travailler à distance pendant un moment. À ma surprise, elle a été immédiatement d'un grand soutien. « Ton travail est excellent et tu respectes tous tes délais », a-t-elle dit simplement. « D'où tu fais ce travail est secondaire. Prends le temps qu'il te faut, installe ton espace de travail à distance et connecte-toi pour les réunions vidéo hebdomadaires. On va s'arranger. » Son acceptation facile de mes besoins sans questionnement ni jugement a souligné une fois de plus le contraste entre les relations saines et malsaines dans ma vie. Avec l'arrangement professionnel sécurisé, Manon et moi avons discuté d'une solution de logement à plus long terme. La chambre est à toi aussi longtemps que tu en as besoin, m'a-t-elle assuré. Mais si tu veux ton propre espace, ma voisine, 2 portes plus loin, cherche quelqu'un pour sous-louer son appartement pendant qu'elle fait une mission d'enseignement de 6 mois au Japon. L'idée d'avoir mon propre espace à nouveau, même temporairement, était séduisante. J'ai rencontré la voisine de Manon, Camille,
Une professeure de sciences environnementales, avec des yeux gentils et une manière directe. Son appartement était un T2 petit mais charmant avec des bibliothèques encastrées et un petit balcon, parfait pour le café du matin. Nous nous sommes mises d'accord sur une sous-location de 6 mois avec option de prolongation si nécessaire. Pendant que j'établissais cette nouvelle vie temporaire à Bordeaux, les tentatives de ma famille pour me contacter ont escaladé de manière prévisible. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone après une semaine, j'ai trouvé des centaines de messages et d'appels manqués. Les communications de ma mère suivaient un schéma clair. Colère initiale et exigence, suivie de culpabilisation, puis d'inquiétude sur ma santé mentale, et enfin de menaces déguisées en inquiétude. Ce comportement est complètement inacceptable, disait un premier message. Tu ne peux pas simplement disparaître et t'attendre à ce que tout le monde s'accommode de ta crise émotionnelle. Quelques jours plus tard, ton père a à peine dormi la nuit dernière à s'inquiéter pour toi. Est-ce vraiment comme ça que tu veux traiter les gens qui t'ont tout donné ? Puis, je suis sérieusement inquiète pour ton état mental. Ce genre de comportement erratique suggère que tu pourrais avoir besoin d'une aide professionnelle. Et enfin, si nous n'avons pas de nouvelles d'ici 24 heures, nous serons forcés de déposer un avis de recherche pour personne disparue. Ce n'est pas une menace, juste une étape nécessaire pour ta sécurité. J'ai transféré le dernier message à l'oncle Théo, qui m'a appelé immédiatement. Elle ne le fera pas vraiment, m'a-t-il assuré. Déposer une fausse déclaration pourrait lui attirer des ennuis, et Béatrice ne fait jamais rien qui pourrait mal se refléter sur elle. Mais je vais lui parler et lui faire comprendre clairement que tu es une adulte qui a choisi de prendre de l'espace, pas une personne disparue. Fidèle à sa parole, la menace n'a plus été mentionnée. L'approche de ma mère a basculé vers une nouvelle tactique, contacter mes amis. Juliette a rapporté que Béatrice l'avait appelée plusieurs fois, alternant entre exiger des informations sur ma localisation et suggérer que Juliette avait la responsabilité de me convaincre de contacter ma famille. Je lui ai dit « Je respecte ses décisions et ses limites », a dit Juliette. Elle n'a pas aimé cette réponse. Clémence a porté sa campagne sur les réseaux sociaux, publiant des messages vagues mais pointus sur l'inquiétude familiale et les disparitions inexpliquées qui la peignaient, comme la sœur inquiète, sans me mentionner explicitement. Sa performance d'inquiétude aurait pu être convaincante pour quiconque ne connaissait pas toute l'histoire. Thomas a été le premier à rompre les rangs. 2 semaines après notre confrontation, il m'a envoyé un message qui semblait différent des autres. J'ai beaucoup réfléchi à tout. Aux choses que j'ai dites à maman et papa sur ton appart, à la façon dont on planifiait ton anniversaire. Je me suis laissée emporter par l'envie d'avoir leur approbation et je n'ai pas pensé à comment ça t'affecterait. Je ne dis pas ça pour te faire répondre ou revenir, je voulais juste que tu saches que je suis désolée. La simple reconnaissance du tort sans excuse ni exigence était si inattendue que je me suis retrouvée à pleurer en le lisant. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais j'ai sauvegardé le message, le voyant comme une ouverture potentielle pour une guérison future. 1 semaine plus tard, mon père a appelé quand je me sentais assez forte pour répondre. Contrairement à mes conversations précédentes avec lui, cette fois, il était seul, sans l'influence de ma mère. « Chloé », a-t-il dit, la voix se brisant légèrement. « Tu me manques ?» « Tu me manques aussi, papa, ai-je admis, surprise par la véracité de cela, malgré tout. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il continué, sur le fait que je ne te défends pas. Tu avais raison. J'ai passé tellement d'années à suivre la façon de faire de ta mère que j'ai arrêté de me demander si c'était juste. Pourquoi ? Je lui ai demandé, pourquoi n'as-tu jamais rien dit ? Il y a eu une longue pause. La peur, je suppose, peur du conflit, peur de faire des vagues. C'était plus facile d'être passif, de me dire que ta mère avait de bonnes intentions, même quand ses méthodes étaient dures. Mais ce n'était pas juste pour toi. Son honnêteté était à la fois douloureuse et guérissante. Pour la première fois, il ne cherchait pas d'excuses, ni n'essayait d'arrondir les angles. Il reconnaissait son rôle dans la dynamique qui m'avait blessée. « Je ne peux pas promettre que je deviendrai soudainement parfait pour tenir tête à ta mère, a-t-il dit, mais j'essaie. J'ai commencé à voir un conseiller pour travailler sur l'affirmation de soi. Et je veux que tu saches que je suis fière de toi, de la vie que tu as construite et de la personne que tu es devenue, même si je ne l'ai pas toujours montrée. » Cette conversation n'a pas tout réparé comme par magie, mais elle a ouvert une porte qui semblait auparavant fermement close. Alors qu'avril se changeait en mai, j'ai progressivement établi une nouvelle routine à Bordeaux. Je travaillais à distance pendant la journée, j'explorais la ville le soir et j'ai commencé à fréquenter un groupe d'art local que Manon m'avait recommandé. Là, j'ai rencontré des gens qui partageaient mes intérêts créatifs sans jugement ni compétition, y compris Camille.
dont je sous-louais l'appartement avant son départ. L'art m'a sauvée après mon divorce, m'a dit Camille lors d'une séance, alors que nous travaillions toutes les deux sur des paysages à l'aquarelle. Ça m'a donné un moyen de traiter des émotions que je ne pouvais pas mettre en mots. Je me suis retrouvée à m'ouvrir à elle sur ma situation familiale et elle a partagé ses propres expériences avec la fixation de limites avec des parents difficiles. Chaque conversation avec quelqu'un qui avait affronté des défis similaires m'aidait à me sentir moins seule, moins comme si le problème venait intrinsèquement de moi. Lors de ma deuxième séance de thérapie avec le Dr Morel, nous nous sommes concentrés spécifiquement sur l'établissement de limites saines. Les limites ne sont pas des punitions, a-t-elle expliqué. Il ne s'agit pas de contrôler le comportement des autres, mais de clarifier ce que vous accepterez et n'accepterez pas dans votre vie. Le défi est de les maintenir de manière cohérente, surtout avec des gens qui ne sont pas habitués à ce que vous en ayez. Avec ces conseils, j'ai rédigé un email formel à ma famille, décrivant mes conditions pour rétablir le contact. Le processus était émotionnellement épuisant, mais clarifiant, me forçant à vraiment considérer ce dont j'avais besoin pour me sentir en sécurité et respectée dans ces relations. L'email que j'ai finalement envoyé était direct, mais pas méchant. Après beaucoup de réflexion, je suis prête à commencer à reconstruire la communication aux conditions suivantes. 1. Respect de mon indépendance et de mes choix de vie. Les commentaires sur ma carrière, ma situation de vie, mon apparence ou ma vie personnelle doivent venir d'un lieu d'intérêt sincère, pas de critique ou de tentative de me changer. 2. Plus de discussions familiales sur moi quand je ne suis pas présente. Si vous avez des inquiétudes, apportez-les directement à moi de manière respectueuse. 3. Reconnaissance de la façon dont les comportements passés ont été blessants. Je ne peux pas avancer en prétendant que les schémas qui ont mené à ce point de rupture n'existaient pas. 4. Engagement envers de nouveaux modèles d'interaction. Cela signifie plus de comparaisons, plus de conseils non sollicités et plus d'utilisation de cadeaux ou d'événements familiaux comme levier de contrôle. Je ne demande pas la perfection, mais de l'effort et de la conscience. Je suis ouverte à reconstruire progressivement notre relation sur des termes plus sains, mais je maintiendrai la distance si ces limites ne sont pas respectées. Les réponses ont été révélatrices. Ma mère et Clémence ont toutes deux rejeté les conditions d'emblée, les qualifiant de demandes déraisonnables et de preuves d'une instabilité émotionnelle continue. Mon père et Thomas les ont acceptées timidement, reconnaissant que le changement prendrait du temps, mais exprimant la volonté d'essayer. L'oncle Théo, qui était devenu mon soutien familial le plus constant, a visité Bordeaux fin mai. Nous avons passé une journée à explorer la ville ensemble, parlant ouvertement de l'histoire familiale et des schémas qui avaient nous façonné nos relations respectives avec le reste de la famille. Ta mère a été élevée dans un foyer très critique, a-t-il expliqué alors que nous marchions dans le jardin public. Ce que tu vis, ce sont des schémas générationnels transmis sans examen, mais cela ne l'excuse pas, et cela ne signifie pas que tu dois l'accepter. Le jour qui aurait dû être celui de ma fête d'anniversaire élaborée, ou plutôt pour célébrer cette nouvelle étape, j'ai organisé un petit rassemblement dans un restaurant local avec Manon, Juliette, qui est venue pour le week-end, Camille et quelques autres nouveaux amis que je m'étais fait via le groupe d'art. Il n'y avait pas de moment soigneusement chorégraphié, pas d'agenda caché, juste une conversation authentique et des rires. Alors que je soufflais les bougies sur un gâteau que je n'avais pas fait pour plaire à quelqu'un d'autre, j'ai réalisé que cette simple célébration semblait plus authentique que n'importe quel événement familial dont je pouvais me souvenir. C'était une réalisation douce amère, le deuil de ce que j'avais perdu mélangé à l'appréciation de ce que je trouvais à la place. 3 mois après mon départ abrupt de Paris, je me suis retrouvée installée dans une vie à Bordeaux qui ressemblait de plus en plus à un foyer. J'étais passée de la chambre d'amis de Manon à la sous-location de Camille et finalement à mon propre petit appartement dans le quartier des Chartrons. Je l'ai décoré exactement comme je le voulais avec des œuvres d'art colorées, des meubles dépareillés que j'aimais et des plantes à chaque fenêtre. Aucune mise en scène prudente pour répondre à l'approbation de quelqu'un d'autre. Mon arrangement de travail à distance avec Valérie avait évolué vers un poste permanent avec des voyages occasionnels à Paris pour des réunions importantes. L'entreprise m'a même offert une petite équipe à diriger sur un nouveau projet, reconnaissant mes contributions d'une manière que ma famille n'avait jamais faite. De plus, j'avais commencé à vendre certaines de mes œuvres d'art personnelles via une galerie locale, quelque chose que j'avais toujours voulu poursuivre, mais dont on m'avait découragée car jugée irréaliste.
La thérapie avec le docteur Morel a continué chaque semaine, puis toutes les 2 semaines, alors que je développais des mécanismes d'adaptation plus forts et une compréhension plus claire des dynamiques familiales qui m'avaient façonné. Le travail était difficile, souvent douloureux, mais je pouvais sentir le progrès dans de petits moments. Mon anxiété diminuait quand le téléphone sonnait, ma capacité à énoncer des préférences sans m'excuser, ma confiance croissante en mon propre jugement. La guérison ne consiste pas à oublier ou à prétendre que la blessure n'a jamais eu lieu, m'a rappelé le docteur Morel lors d'une séance. Il s'agit de traiter la douleur pour qu'elle ne contrôle plus votre présent et votre avenir. Mes relations avec les membres de ma famille avaient évolué de différentes manières, chacune suivant son propre chemin, basé sur leur volonté de respecter mes limites. Thomas et moi avions rétabli une connexion prudente mais grandissante. Nos appels vidéo hebdomadaires étaient initialement gênants, mais sont progressivement devenus plus naturels, alors que nous apprenions à nous comporter l'un envers l'autre comme des adultes, plutôt que de tomber dans des schémas d'enfance. Il avait déménagé hors de la sphère d'influence de nos parents, prenant un emploi à Nantes qui mettait une distance physique entre lui et la dynamique familiale qui nous avait façonnés tous les 2. Je n'ai jamais réalisé à quel point je cherchais encore leur approbation jusqu'à ce que tu partes, a-t-il admis lors d'un appel. C'était comme si te voir te libérer m'avait fait remettre en question pourquoi j'essayais encore si fort de répondre à des attentes qui changeaient tout le temps. Mon père et moi parlions tous les mois, nos conversations prudentes mais de plus en plus honnêtes. Il avait continué sa thérapie, travaillant à trouver sa voie dans son mariage et d'autres relations. Parfois, il partageait de petites victoires, des moments où il avait exprimé une opinion différente de celle de ma mère ou fixé sa propre limite. Ces histoires, aussi simples soient-elles, représentaient un changement significatif pour lui. L'oncle Théo restait une présence stable, appelant régulièrement et visitant quand son travail de photographe l'amenait dans le sud-ouest. Il fournissait une continuité, une connexion familiale qui semblait solidaire plutôt qu'étouffante. Avec ma mère et Clémence, cependant, la distance restait. Ni l'une ni l'autre n'étaient prêtes à reconnaître comment leur comportement avait contribué à l'effondrement familial, et toutes 2 continuaient de présenter mes limites comme des demandes déraisonnables ou des signes d'instabilité émotionnelle. Des messages occasionnels arrivaient encore, généralement autour des vacances ou des événements familiaux, toujours avec une pression subtile pour mettre cela derrière nous, sans aucun changement réel ou reconnaissance. En juillet, Thomas a fait une visite inattendue à Bordeaux, apportant des cartons de mes affaires que j'avais laissés derrière moi dans mon départ précipité. « J'ai pensé que tu pourrais vouloir ça », a-t-il dit, posant un conteneur de carnets de croquis et de fournitures d'art dans mon salon. En plus, ça m'a donné une excuse pour voir ton nouvel appart. Alors que nous trions les objets, il a fourni des mises à jour sur la situation familiale qui éclairait les conséquences de mon départ. « Les choses sont différentes maintenant », a-t-il expliqué. Maman et Clémence agissent toujours comme si tout allait bien, mais il y a cette tension dont personne ne parle. Papa est plus distant, passe plus de temps sur ses propres intérêts. Je pense que ton départ a forcé tout le monde à regarder des schémas que personne ne voulait reconnaître avant. Est-ce qu'il parle de moi ? Ai-je demandé, ne sachant pas quelle réponse j'espérais. Maman te mentionne comme si tu étais juste temporairement absente et que tu finirais par reprendre tes esprits, a-t-il dit. Clémence parle rarement de toi. Papa garde une photo de toi sur son bureau maintenant. Celle de ta remise de diplôme. Je l'ai surpris à la regarder tristement une fois. L'information était douloureuse, mais aussi libératrice. Mon absence avait créé des ondes, de petits changements dans un système qui avait semblé immuable. Que ces changements mènent à un changement significatif restait à voir, mais cela confirmait que me défendre avait été nécessaire non seulement pour moi, mais peut-être pour nous tous. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai continué à construire ma nouvelle vie, pièce par pièce. J'ai rejoint un jardin communautaire, je me suis inscrite à un cours de photographie donné par un artiste local et j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un de manière décontractée, me permettant d'explorer des connexions sans le poids des attentes familiales, colorant mes perceptions. J'avais encore des jours difficiles, des moments de doute, quand la culpabilité revenait en rampant, ou quand un anniversaire familial ou une fête passait avec un contact minimal. Mais ces moments ne me faisaient plus dérailler complètement. J'avais développé des outils pour traiter les émotions sans être submergée par elles. Le deuil et la croissance vont souvent de pair,
m'a dit le docteur Morel lors d'une séance particulièrement difficile après un appel éprouvant avec mon père. Vous faites le deuil de la relation familiale que vous méritiez mais n'avez jamais eue, même alors que vous grandissez pour devenir la personne que vous avez toujours été censé être. Alors que mon 29e anniversaire approchait, je me suis retrouvée à réfléchir aux changements dramatiques de l'année écoulée. L'anniversaire précédent, avec son intervention planifiée et ma fuite subséquente, avait été un point de rupture, mais aussi un tournant. En me choisissant et en refusant de continuer des schémas qui me diminuaient, j'avais ouvert la porte à des possibilités que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. La veille de mon anniversaire, je me suis retrouvée à regarder une vieille photo de famille d'un voyage à la plage quand j'avais 15 ans. Nous avions tous l'air heureux, souriant à la caméra avec l'océan derrière nous. Était-ce une illusion, ce sentiment d'unité familiale, ou y avait-il eu de véritables moments de connexion au milieu du contrôle et de la critique? La vérité, ai-je réalisé, était quelque part entre les deux. Les familles sont complexes, les relations ont plusieurs niveaux, et les gens peuvent à la fois vous aimer et vous blesser simultanément. Reconnaître le mal n'annulait pas l'amour qui existait aussi compliqué soit-il. Mais l'amour sans respect et acceptation n'était pas suffisant pour construire une relation adulte saine. Pour mon véritable anniversaire, j'ai prévu un petit rassemblement dans mon appartement avec mes nouveaux amis de Bordeaux et Juliette, qui était devenue une experte pour trouver des billets de train pas chers entre nos villes. Il n'y aurait pas de grands discours, pas d'agenda caché, juste de la bonne nourriture et une connexion authentique. Le matin de la célébration, j'ai reçu un colis inattendu. À l'intérieur se trouvait un petit set d'aquarelle d'un magasin de fournitures d'art haut de gamme avec une simple note de l'écriture de mon père. Pour la suite de ton voyage, avec amour et respect, papa. Le cadeau m'a mis les larmes aux yeux, non pas à cause de sa valeur monétaire, mais parce qu'il représentait la reconnaissance de mon chemin, le soutien pour mes activités créatives qui avaient si souvent été rejetées comme irréalistes. C'était une petite chose, peut-être, mais cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Une relation basée sur le fait de me voir pour qui j'étais réellement, plutôt que pour qui il souhaitait que je sois. Ce soir-là, entourée d'amis qui m'acceptaient exactement comme j'étais, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant une grande partie de ma vie. Le voyage avait été douloureux. La perte est réelle. Mais ce que j'avais gagné en respect de soi et en connexion authentique était incommensurable. Parfois, perdre ce dont vous pensiez avoir besoin vous aide à trouver ce que vous méritez vraiment. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont celles qui apportent finalement la plus grande liberté. Et parfois, la famille que vous construisez par choix fournit l'acceptation inconditionnelle que la famille dans laquelle vous êtes né ne pouvait pas offrir. Alors que je regarde vers mon avenir maintenant, je le fais avec un espoir tempéré par le réalisme. Certaines relations ne guériront peut-être jamais complètement, et c'est un deuil que je continuerai de porter. Mais je ne sacrifierai plus mon bien-être pour maintenir des liens qui exigent que je sois moins que mon être complet. Je suis digne de respect, d'acceptation et d'amour sans condition, comme nous le sommes tous. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des êtres chers pour protéger votre santé mentale? Qu'est-ce qui vous a aidé à rester fort quand la culpabilité ou le doute s'installait? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se défendre n'est pas égoïste, mais nécessaire. Merci d'avoir écouté mon voyage. Et souvenez-vous que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de vous choisir.